Bonjour. Je m'appelle Catherine Devry. Je suis professeur d'affaires internationales à Milan. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui. Le titre, c'est le défi pour la démocratie en Europe. Le point de départ pour ce discours, c'est la percée ou la montée électorale dans les partis qu'on voit, les partis populistes qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience, qui sont considérés comme nouveaux, qui fonctionnent de façon différente. Donc, ces partis peuvent être à la droite ou à la gauche du spectre. Ça veut dire que la droite et la gauche sont plus ou moins des intervenants de l'État. Je ne vais pas parler de ces partis. Ils jouent un rôle politique un peu différent, mais on voit par exemple Podemos en Espagne, qui est un parti populiste, mais c'est à gauche le mouvement en Italie est associé également à gauche. On voit aussi également les partis à droite, par exemple, Fratelli d'Italia, c'est les Frères d'Italie, mais également le Parti de Liberté aux Pays-Bas. Et on voit également de la droite à la gauche des partis uniques comme le Royaume-Uni, le Parti indépendance du Royaume-Uni, qui défend le référendum de Brexit. Ce qui est parti, je partage, même s'ils prennent des positions assez différentes sur les pressions stratégiques qui ont une apparence très différente en matière de programme, mais ils partagent ils vont rejeter la partie normale de faire la politique. Les politiques de droite et gauche sur les économies qui parlent sur l'intervention de l'économie, ils font ça d'un compromis culturel. Et plusieurs de ces partis rejettent ce type de principe. Ils parlent de différents problèmes et souvent contre l'élite, contre l'établissement et pour la polarisation, au lieu de compromettre. Ce dont je vais vous parler dans ce discours aujourd'hui, c'est sur les extrêmes. Les tendances sont très prononcées dans les démocraties européennes. Je suis également expert en politique européenne, mais pas vraiment limité en Europe. Moi, et ça dans les pays comme le Brésil, les États-Unis et les Philippines. Donc, ce que je vais parler, c'est la montée des partis d'opposition populistes qui sont faits de partis qui ont été anciennement fait échec, mais où ils vont briser les règles traditionnelles politiques, mais quelles conséquences que ça peut entraîner. Et les deux conséquences que j'aimerais mentionner, c'est la fragmentation du système de partis, dans la mesure où vous avez plus de partis qui ont des positions très différentes. Donc, vous avez plus de partis et plus de polarisation des oppositions, et ça peut mener à l'instabilité du gouvernement. Et l'autre conséquence, c'est pas seulement la capacité à gouverner, mais à toucher la mesure dans laquelle la démocratie peut survivre. Et les attitudes démocratiques sont dans un pays. Donc, passer pour des données d'un siècle de l'Europe occidentale, les partis, des familles de partis. Par ça, on veut dire des partis qui ont un nom différent, mais qui partagent des positions semblables. Ça peut être le Parti démocratique en Royaume-Uni. Donc, ils ont beaucoup de noms différents, mais des positions semblables. Pour les partis qui dominent les gouvernements dans l'Europe occidentale,
Ils sont au gouvernement et leur question était, on fait partie de la base politique. Et c'est souvent au sujet de la version extrême des démocrates contre les conservateurs, les travailleurs contre les industrialistes, où on veut un marché libre, vous voulez une gouvernance limitée avec l'économie dans la mesure où vous voulez une redistribution et plus d'intervention gouvernementale. Sur la position. Ce qu'on a vu dans les années récentes, c'est surtout les 20 dernières années de 2000 jusqu'à 2020. On a vu un affaiblissement de la dominance des partis démocratiques, mais leur position a été affaiblie en raison du succès électoral de la gauche et la droite radicale, et aussi dans certains cas des partis régionaux. Le Parti écossais nationaliste au Royaume-Uni, on a vu que c'est la dominance de ces partis, ces familles de partis affaiblis, ont été affaiblis. Et ça, c'est en raison de ces autres familles de partis, de la droite ou de la gauche radicale. Donc, au centre, l'Europe du centre et de l'Est, il y a peut-être une plage de temps beaucoup plus courte, mais ça a été plus changeant avec le temps. Les conservateurs, des démocrates sociaux et les libéraux sont toujours dominants dans les systèmes, mais pas si dominants qu'ils auraient pu être antérieurement. C'est quoi la raison pour le déclin de la dominance de ces partis? Des conservateurs, des libéraux et des démocrates sociaux et la montée d'autres partis. Un point d'affaire, c'est on a vu un déclin de l'adhésion aux partis traditionnels pour les conservateurs, des partis libéraux et sociodémocratiques, des syndicats, des églises. Ils sont en déclin en raison de la membreté. Donc, les associations, l'association civique ont vu un déclin dans l'adhésion dans les partis. Donc, le lien entre ces familles de partis et leur adhésion est moins solide parce que les voteurs agissent de plus en plus comme des consommateurs critiques. On regarde la volatilité des électeurs dans les systèmes dans l'Europe occidentale. On voit des changements de partis individuels, qui signifie le point auquel les gens ne votent plus pour le même parti dans l'élection maintenant qu'ils l'ont fait dans l'élection antérieure. Donc, il y a 4 ou 5 ans, s'ils vont changer entre partis, ça, c'est un signe de volatilité. Donc, traditionnellement, on voit des liens à ces 3 partis dominants, ces familles de partis, les conservateurs, sociodémocratiques et libéraux. On voit de plus en plus un changement de voteurs comme consommateurs critiques. Ça, c'était aux dépenses de cette famille de partis. Ça, on a vu, c'est qui ont été électoralement, ils n'ont pas bien réussi à faire partie d'une coalition de gouvernante et qui ont été à l'extérieur du gouvernement. Et au cours de la dernière décennie, on a vu la montée des partis d'opposition populistes à gauche et à droite. Et maintenant, ces partis ont entré au gouvernement parce qu'ils ils ont réussi à avoir des votes. Et puis, on a vu ça avec les Frères d'Italie. On a vu ça avec le Parti de liberté en Autriche. On a vu à gauche aussi avec Podemos en Espagne. Donc ça, cette instabilité accrue des voteurs permet aux partis d'opposition d'employer des stratégies qui leur donnent plus de succès sur le plan électoral aux dépens de ces partis traditionnels. Mais c'est les stratégies réussies qui emploient, dans le livre que j'ai coécrit avec Sarah Obot, ces partis doivent faire pour réussir sur le plan électoral, c'est de mobiliser dans une stratégie à 2 volets.
l'entrepreneuriat ils vont mobiliser des problèmes qui ne font pas partie des dimensions de la politique, la dimension économique, l'intervention, mais d'autres questions qui sont pas liées à la dimension économique des politiques. La société internationale, penser à ce type d'enjeux. Mais la mobilisation, un nouvel enjeu s'est passé. Il faut s'assurer que les partis traditionnels ou vos compétiteurs ne peuvent pas copier votre innovation. Ce que ces partis font également, c'est qu'ils vont mobiliser une rhétorique contre l'établissement, qui vont attaquer l'autre parti en disant qu'ils ne sont pas avec la réalité, ils ne sont pas compétents. Ils ne gouvernent pas pour les gens, mais pour leur propre intérêt et pour s'assurer que ces autres partis ne sont pas vus comme crédibles. Mais quand ils essaient aussi s'attaquer aux partis d'opposition, mais aussi de s'attaquer des gouvernements qui sont là, comme ces familles de partis comme les sociaux-démocrates, les libéraux et conservateurs, comme on a vu en Europe pendant les élections. Sur les élections parlementaires, les élections nationales. Et ce qu'on voit là, c'est dans ces deux graphiques à la gauche, on voit la montée surtout les partis d'opposition de droite, mais depuis les 2000, on fait une tendance vers le haut dans les résultats électoraux. Il y a vraiment, c'est un peu plus mixte. Dans l'ensemble, on voit une augmentation dans la partie de vote, si on les ajoute, une augmentation pour les partis d'opposition pour les élections nationales et les élections du Parlement européen. Mais la question, c'est qu'est-ce qui les rend tellement réussis? Comment est-ce qu'ils réussissent? L'augmentation du succès électoral des partis d'opposition, c'est après les crises, après la crise financière. Je soupçonne qu'on va voir ça de plus en plus, comme les niveaux d'inflation actuels sont très élevés. Les tensions géopolitiques sont à la hausse. On a le succès électoral des partis d'opposition à droite, à gauche, mais la droite radicale. Donc, ces partis peuvent faire, c'est mobiliser de nouveaux enjeux politiques comme l'immigration, l'euroscepticisme, l'environnement et d'autres enjeux qui ne s'inscrivent pas traditionnellement dans la dimension de politique. On parle. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une réharmonisation de la politique européenne avec un accent accru sur les questions culturelles, l'immigration, plus la coopération en Europe, vu comme la nation par rapport à l'Union européenne et l'environnement vu comme, on ne veut pas l'utiliser le mot parce que c'est une façon dérogatoire, mais il y a plus traditionnels, mais cosmopolites par rapport au national, et on s'est éloigné des enjeux politiques traditionnels. Je ne veux pas vraiment dire que l'économie, comme enjeu ou la dimension droite-gauche, de l'intervention de celle-ci dans l'économie, on voit une autre dimension qui voit le jour dans la politique. Souvent, ces partis d'opposition leur permettent d'avoir un avantage économique sur les partis traditionnels. Donc, on va axer plus sur cette dimension économique. Ces partis, souvent, donnent lieu à une rhétorique politique. Nous, les gens contre l'État, nous, les gens qui sont oubliés, qui n'ont pas le droit de dire certaines choses ou marginalisés, mais ils font ça avec la rhétorique anti-établissement, parce que vous voulez mobiliser un enjeu. C'est important de pouvoir tirer parti des bénéfices et avoir des succès sur le plan électoral pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres compétiteurs comme des autres partis traditionnels. Donc, ce que vous faites vraiment, c'est d'essayer de vous rendre ou être perçu comme le parti plus compétent. Les autres sont vraiment pas avec la réalité et ne s'harmonisent pas avec les besoins du public. Donc,
une rhétorique contre l'établissement pour avoir l'avantage, mais pour se différencier de ces partis normaux qui sont en pouvoir depuis longtemps. Vous pourriez peut-être attaquer leur confiance en dire, parce qu'ils sont contre l'élite. Ça peut arriver dans les partis traditionnels, comme on a vu, par exemple, par le renversé du Parti République, ou Boris Johnson au Royaume-Uni. Dans deux partis, même au sein du parti, ça peut arriver. Même, ou des systèmes, plusieurs partis en Europe ou partout au Canada, il y a des formations d'autres partis. Donc, le rhétorique anti-établissement a le but de dire, vous, comme le parti d'opposition, même si vous êtes nouveau, même si vous parlez Donald Trump, qui n'est pas connu pour ses compétences, parce que vous êtes plus avec les gens, vous n'êtes pas quelqu'un qui va virer de bord ou quelqu'un qui, en Espagne, c'était le slogan qui faisait pas partie d'un caste, un politicien qui s'enrichissait eux-mêmes, mais là pour représenter le peuple. Et utilisé par plusieurs autres partis. Un peu de mots qui sont utilisés. Ça attaque le gouvernement, mais aussi les riches de l'établissement, des politiciens riches, ceux à l'interne qui tiennent à cœur leur intérêt. Donc, vous voyez, c'est plus probable d'utiliser ce type de langage parce que ça leur bénéficie d'être perçus comme quelque chose de différent aux partis dominants existants, mais aussi de tirer parti de leurs innovations et s'assurer que les partis dominants ne copient pas leur entrepreneuriat en matière d'enjeux. Donc ça, c'est qu'on voit dans plusieurs systèmes politiques. En Europe, on voit ça dans le système politique à l'échelle mondiale, au Brésil, aux États-Unis, me viennent à l'esprit. Je crois que je laisse aux experts en politique canadienne pour le relier au cas canadien, mais en Europe, on a vu une augmentation de la fragmentation du système de partis. Donc, les points noirs sont les nombres de partis qui sont en existence dans l'Europe occidentale depuis 1950 et 2020. Et cette ligne rouge, c'est ce qu'on appelle la ligne de tendance et ce qu'on entend le nombre de partis. Mais c'est important combien le poids de ce parti, de son part de vote et sa capacité à faire une coalition. Et les scientifiques politiques mesurent le nombre actuel vrai de politiques. On voit beaucoup plus de partis en 2020 qu'on a vu dans 1950. On a été 3 partis efficaces dans des systèmes de partis et maintenant on se rapproche à 5. Et je veux y noter, ça accompagne également des partis comme la Bretagne qui, généralement, en raison de leurs règles électorales, ils favorisent plutôt, dans le pays dont je suis néerlandaise, il y en a 18 partis. Donc, on a vu une grande augmentation du nombre de partis, ce qui rend ça difficile pour former des coalitions du gouvernement, où je vais parler dans la prochaine diapositive, mais pour organiser une opposition efficacement contre le gouvernement quand vous devez faire affaire avec beaucoup de partis. Cette fragmentation des systèmes de partis, une des conséquences principales qu'elle a eues, c'est de se générer une instabilité gouvernementale. La plus de polarisation, le type de position que les partis prennent, beaucoup plus sur les positions de politique qu'ils ont fait en 1950, et ça rend ça plus difficile de former des gouvernements, mais c'est plus difficile pour les gouvernements à atteindre la fin de la période de gouvernance, de passer d'une élection à l'autre. C'est vraiment l'exemple principal qu'on voit. On a vu en Espagne, en Israël, en plusieurs pays dans le monde entier. Comme réaction, ce qu'on voit, c'est dans les systèmes de partis en Europe, on voit une augmentation de grandes coalitions parce que c'est difficile de gouverner avec ces partis d'opposition. Et
et mobiliser les enjeux qui sont basés sur l'économie, les dimensions économiques de politique, mais c'est difficile de faire des coalitions. Et les réponses ont été des partis normaux, c'est le conservateur, social-démocratique et les libéraux, c'est de former des coalitions ensemble. Par exemple, que l'Allemagne était gouvernée par une nation commune, les démocrates chrétiens, et qui étaient vraiment il y avait une rivalité entre eux, mais se gouvernaient pour faire un gouvernement. En Italie, les technocrates, mais il était appuyé par un gouvernement avec plusieurs partis qui l'appuyaient. Mais d'autres partis d'opposition, comme les frères d'Italie, on voyait que c'est plusieurs partis. À cause qu'il y a plus de fragmentation, les gouvernements vont difficile à former avec les partis d'opposition. Ils forment des gouvernements avec eux-mêmes, avec les conservateurs. Les libéraux, les sociaux-démocrates sont souvent difficiles aussi parce que ce sont des partis qui ne vont pas se mettre d'accord économiquement avec l'un et l'autre. Il va y avoir des différences une différence d'opinion et qui peut aussi rendre les gouvernements instables. Ils sont souvent instables et les coalitions formées sont, on voit ça dans le nombre de fois le nombre de jours que ça prend pour former un gouvernement. L'exemple principal, c'est dans les élections belges, il y a quelques années, les partis belges ont pris plus que 2 ans de former un gouvernement. Donc, c'est presque à la fin de la période de gouvernance pour un groupe à l'élection où vous avez fourni un gouvernement. Donc, c'est vraiment problématique parce que ça peut causer où les partis d'opposition profitent de cette situation pour avoir une rhétorique puis dire que les partis courants sont pas avec la réalité. Donc, rendre les gouvernements plus instables. Ça fait un bon temps pour faire un gouvernement qui aborde avec la dissatisfaction et les préoccupations du public. On est des préoccupations, on ne se fait pas desservir. Donc pour la demande, pour la rhétorique que les partis d'opposition montrent dans les campagnes électorales. Donc, vous voyez quasiment ce développement d'un cercle vicieux où ces partis sont plus extrêmes quand ils font leur campagne. Ils font ça sur différents enjeux. Ils sont contre l'établissement et ça accroît la fragmentation pour rendre le gouvernement plus instable. Le gouvernement ne fournit pas les politiques nécessaires pour régler des problèmes et ça entraîne la dissatisfaction. Ça, c'est dans le lieu aux partis d'opposition. Donc, je pense qu'on peut se préoccuper de la mesure dans laquelle ce niveau cette instabilité électorale peut entraîner manque de satisfaction, peut entraîner et peut rendre les gens abandonner la démocratie ou être plus préoccupés par la démocratie. Donc, avant de passer à ce point, j'aimerais définir rapidement la démocratie parce qu'on pense toujours qu'on sait que ça veut dire, mais les élections, mais les scientifiques politiques ont une définition plus minimaliste. La démocratie signifie également, pas seulement pas un pilier populaire, une démocratie, mais un pilier constitutionnel pour limiter le pouvoir des cadres. Mais on va voir se faire pas harmoniser avec la Constitution pour s'assurer que la majorité devient aux dépens des minorités. Donc, on va voir dans les piliers constitutionnels, peut-être les chèques, les balances pour limiter le pouvoir des cadres, mais la protection des droits des minorités et la liberté de la presse. Souvent, les populistes vont détacher ce pilier constitutionnel du pilier populaire. Ils définissent la démocratie par la règle de majorité plutôt que par le pilier constitutionnel. Cela pour
sont souvent mobilisés contre les droits des minorités et mobilisés contre les chèques et les balances qui sont prêts pour les... Si on tient compte de tout ça, on a vu l'amoindrissement de la démocratie en Europe. Ils doivent être engagés aux droits fondamentaux et des infractions qui étaient commises. Un système de parti qui a mesuré les démocraties, ou disons, la Pologne qui est toujours dans la catégorie de démocratie voit toujours les politiciens qui vont interférer avec... c'est vraiment difficile de faire de quoi contre ça parce que ça exige également l'anonymité. Si vous voulez jouer contre la Hongrie, il faut aller contre la Pologne et vice-versa. Donc, je pense que d'un point de vue constitutionnel, c'est difficile, souvent c'est difficile de sauvegarder contre la règle de la loi. Pensez aux États-Unis, un comité du 6 janvier pour examiner qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier et le rôle que Donald Trump a joué et l'interférence dans ses cours constitutionnels. Ce qu'on veut souvent, c'est parce que c'est difficile d'appliquer des droits démocratiques. Quand il y a un montant de mal démocratique, quelques partis d'opposition à droite vont lentement changer les normes démocratiques, s'éloigner du pilier constitutionnel pour qu'on sait qu'il ne sauvegarde pas la démocratie en tant que telle. Donc, il y a eu des sondages pour voir si le pilier constitutionnel, les gens trouvent être en faveur de cette élection, mais quand vous leur demandez de l'importance d'avoir des juges indépendants, le pourcentage de gens qui sont pas d'accord avec l'énoncé, les juges indépendants devraient être capables de régler les décisions ou démocratiquement du gouvernement si enlever le droit de l'avortement quand c'était protégé, vous avez une infraction aux droits des femmes ou avoir une infraction des droits des minorités dans le système. Donc ici on voit ceux qui s'opposent aux juges indépendants, ça c'est le plus faible en Grèce et le plus haut en Italie, en Danemark, en Suède et au Royaume-Uni. Mais jusqu'à quel point on peut permettre aux juges de protéger la société minoritaire dans le cadre d'une constitution démocratique? Bien sûr, la majorité des gens sont en faveur, mais un quart de la population s'y oppose. Et c'est inquiétant. Donc, un autre droit démocratique, celui de protester, de manifester. En fait, les gens disent, certaines personnes, il y a un pourcentage qui dit que le gouvernement il faudrait lui permettre d'interdire des manifestations pacifiques. Ce qu'on voit ici, à Chypre notamment, beaucoup de gens disent qu'ils sont opposés aux protestations pacifiques en Bulgarie, en Slovaquie. Donc, il y a une majorité de gens dans tous les systèmes, notamment Chypre, sont en faveur du droit de manifester et de protester, mais il y a des gens qui s'éloignent de ça selon le contenu des manifestations. Alors, quand il y a en démocratie des contrôles et des contrepoids, c'est important. Il y a déjà seulement dans les médias indépendants 7% qui pensent que les politiciens ne devraient pas avoir d'influence sur le contenu des diffusions. À Malte, notamment, il y a c'est en dessous de 15% qui ne sont pas d'accord. L'Irlande, le Royaume-Uni, mais de l'autre côté complètement, vous avez Chypre et le Luxembourg et la Hongrie.
on voit que les normes démocratiques sont encore, pour la majorité de citoyens européens, bien enracinées. Mais si on pense que la droite radicale et les populistes obtiennent plus de succès, et même certains partis de gauche, nous nous inquiétons que certaines de ces normes démocratiques soient de plus en plus sous pression. Donc la dernière question, si on y pense, si on pense aux politiques autoritaristes, avoir un leader fort, 30% sont d'accord qu'un leader fort peut être bon pour le pays, même s'il brise ou qu'il ne respecte pas complètement les règlements. Un pourcentage est d'accord avec cet énoncé, on voit un nombre substantiel de personnes en Grande-Bretagne qui pensent que c'est OK pour un leader fort de finalement briser les règles. On a Chypre, on a l'Irlande aussi qui sont, on le voit, d'un côté du pôle. Alors, pour conclure, un développement qu'on voit très souvent en Europe, mais pas seulement en Europe, c'est la montée des partis politiques qui lancent des défis à la stabilité gouvernementale et qui sont basés sur... et en fait, ils ont utilisé... ils ont plus de volatilité, plus de membres. Et il y a par exemple des syndicats ou des églises où leur membership de ces partis-là peut être recruté pour avoir, si tu veux, des stratégies entrepreneuriales. Lorsque ces partis populistes ont dû réussir, l'une des conséquences est que nous voyons encore plus de volatilité et de fragmentation. Et nous voyons également beaucoup plus de polarisation sur les positions prises par ces partis, et cela a d'importantes conséquences parce que la gouvernance devient de plus en plus difficile et ça rend les coalitions gouvernementales beaucoup plus faibles, beaucoup plus instables, et ça devient beaucoup plus long pour ces partis d'atteindre la première place, et évidemment, ils peuvent se retrouver entre deux chaises. Parmi le public, on voit cette montée des populistes. On voit également que cela a mené à des fragmentations au sein des partis politiques et une instabilité gouvernementale. Toutefois, l'inquiétude la plus grande que nous pouvons avoir, c'est que ça peut nous mener à une aliénation sur le plan démocratique. On trouve dans les populations, dans certains pays comme la Pologne et la Hongrie, c'est limité par l'Union européenne, mais on voit quand quelque chose de spécial, quand on s'informe sur l'attractivité d'un homme fort qui peut briser les règles, il y a un attrait pour les formes de normes qui ne sont pas vraiment adaptables à la démocratie libérale. Mais il faut bien entendu des droits constitutionnels pour protéger les minorités et autres, généralement parlant. Alors, ce type de politique nous mène à un cercle vicieux. Et les problèmes, les défis sont énormes. Le changement climatique, l'économie et bien d'autres problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, eh ben, ça nuit à notre habilité à avoir un gouvernement stable, efficace, qui peut faire face à tous ces problèmes. Et malheureusement, leur manque de capacité de gouverner dans certains cas augmente la popularité des populistes, ce qui crée un cercle vicieux duquel nous devrions être très conscients. Et cela pourrait être inquiétant pour l'avenir, surtout si on pense que certaines personnes ont déjà
sont déjà s'inclinent déjà vers le non-support à la démocratie et la composante libérale. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la conférence. Merci, professeur De Vries. Parlant du contexte européen, beaucoup d'entre nous en Amérique du Nord ne sont pas très familiers avec ce contexte, mais nous commençons à voir certains parallèles. Je vais passer le micro au professeur Lowen pour parler un peu de ce qu'il vient d'entendre, mais aussi nous situer en Amérique du Nord dans le contexte que nous vivons. Merci beaucoup, Cathy, pour cette conférence que j'ai beaucoup appréciée. Et je sais que ça vient de votre livre qui a eu beaucoup de succès et qui est très important pour la science politique. Alors, ce qui est une leçon, je veux parler d'une des leçons que j'ai tirées de ce livre et ensuite on va parler de l'avenir. Le point important dans le livre est, je pense, que ces partis qui lancent un défi à la politique habituelle veulent le faire selon leurs propres conditions. Ils essayent donc de saisir le pouvoir et le gouvernement, mais ils essayent d'établir un nouveau marché en disant, Jean, voici les choses que vous devriez vraiment vouloir, c'est un autre système, pas un autre parti politique, pas ci, pas ça, mais vous devriez avoir ce que vous n'aviez pas auparavant et nous sommes les seuls à pouvoir vous l'offrir. Alors cela vient de la gauche et de la droite dans le contexte européen. On peut voir ça dans les universités notamment. Le cas italien est un excellent exemple. Jusqu'à un certain point, nous avons eu une histoire de populisme en Amérique du Nord qui a différentes caractéristiques, mais il y a un fil commun. Mais je ne sais pas si dans le contexte... On a eu en fait des défis dans le contexte américain. Alors, que pensez-vous? Est-ce qu'on peut généraliser cette question de parti qui lance un défi à la gouvernance traditionnelle? Quel est le futur institutionnel qui peut rendre plus facile l'entrée de ces partis dans le système? Merci pour le bon sommaire du livre, j'ai bien apprécié, mais je pense que ce que vous dites est vraiment important. Pour être honnête, ma première réponse serait celle-ci. En fait, jusqu'à une couple d'années auparavant, ce sont les institutions. Par exemple, on peut penser aux institutions nord-américaines, anglaises, qui mènent souvent à des résultats moins fragmentés au niveau électoral parce que les gens favorisent les grands partis, donc il faut une majorité dans un district et voilà, le parti arrive au Parlement. C'est intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre. C'est un peu moins le cas au Canada. Alors, je pense qu'on voit des défis, mais différents. On voit, par exemple, Boris Johnson, mais également, dans le cas de l'immigration, on voit Trump, la fierté nationale et tout cela. Donc, ça se fait à l'intérieur d'un parti. Donc, dans un même parti, il y a des candidats qui lancent ce défi à la tradition de ces partis. Je pense que Donald Trump est un bon exemple parce qu'il énonce fortement que le système n'est pas positif et je pense que le type de défi que l'on voit est différent. Mais en Europe, on le voit venant de différents partis, tandis qu'en Amérique du Nord, et en Angleterre, ce sont dans les mêmes partis qu'il y a des candidats qui amènent le parti dans différentes directions. Peter a mentionné le mot marché. Et quand j'écoutais votre conférence, j'ai été impressionnée par les parallèles entre certains de ces candidats, certains de ces mouvements et la notion d'entrepreneurship, de créer
de certains échecs du marché, certaines distractions, pour que les gens disent, écoutez, le système ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des aspects positifs au populisme? Alors, deux questions. Un, est-ce que ces défis peuvent être productifs? Et deux, est-ce que le populisme peut être productif? On pense souvent à des partis qui sont en train de surgir en politique dans les dernières années, et ces partis, on les dit populistes. Mais dans le mouvement féminin, parfois, on a eu différents types de partis, partis féministes, partis verts et autres. On peut le voir dans le cas, par exemple, des immigrants. Beaucoup de nouveaux partis sont pour les droits des immigrants. Donc, plusieurs personnes pensent qu'il y a des éléments importants qui exigent un nouveau système pour obtenir plus de droits, les femmes, les immigrants, etc. On peut penser dans l'histoire aux travailleurs qui s'organisaient dès le début du 19e siècle en essayant de penser à une organisation en termes de droits des travailleurs et demander une reconnaissance du système dans lequel ils évoluent. Et ça peut être très positif. Mais est-ce que le populisme fait partie de ces... Écoutez, c'est une épée à double tranchant. Le populisme, très souvent, intéresse certains groupes qui ont été laissés de côté par les politiciens de premier rang. On peut penser à des gens qui sont victimes de l'industrialisation ou d'autres grands changements. Et il faut les ramener dans la discussion pour que ce soit positif. Mais il y a un autre aspect qui est très clair. Il est souvent la critique du système ou l'anti-establishment ou dire que le système peut changer, peut vraiment atteindre la limite de ce qui est démocratiquement acceptable. Par exemple, les partis communistes versus les partis que nous voyons aujourd'hui. Alors, il faut faire attention à l'antidémocratisme. Peter. Oui, c'est très utile ce que vous venez de dire. Alors, les forces sociétales, quelles sont-elles? Lorsqu'on pense aux futures sociétés démocratiques d'ici 40-50 ans, si vous demandez quels sont les grands défis auxquels on faisait face dans les années 60 et 70, c'était finalement l'élargissement de l'État-providence, la paix internationale, etc. Mais il y avait un certain consensus quant à la façon de faire les choses. Mais ensuite, nous avons dans les sociétés démocratiques, dans la plupart des pays, nous avons des systèmes de santé publique, nous avons l'éducation publique. Il n'y a pas vraiment de pauvreté sociale que nous avions dans ces années-là. Alors, cela est vrai pour une grande majorité de peuples. Mais il y a d'autres questions que les sociétés démocratiques auxquelles elles doivent faire face, le changement climatique, c'est énorme parce qu'actuellement, c'est 1000 différentes questions, toutes rassemblées ensemble, il faut de la coordination, comme on ne l'avait jamais vu auparavant. Et il faut agir maintenant pour le plus long terme. Et les sociétés démocratiques ne sont pas toujours très bonnes dans le long terme. Le vivre ensemble, c'est un défi social. Les identités de base sont en train de changer. Comment est-ce que nous comprenons nos groupes sociaux? Quels sont les problèmes aussi, les questions qui sont fortement contestées? Alors, comment vous sentez-vous face à la capacité des sociétés démocratiques de faire face à de grandes questions? Et aussi, quel est le règlement, la règle dans ces partis pour faire face à ces problèmes? Comment est-ce négatif? Comment est-ce positif ou neutre?
C'est beaucoup comme question, mais on vous a ici, alors on en profite. Si j'avais des réponses à tout, j'aurais fait fortune, mais je vais essayer de vous dire certaines choses. D'une certaine façon, il est très clair que notre niveau de gain matériel, et ce n'est pas bien sûr également distribué, et il y a quand même de la pauvreté qui augmente, surtout aux États-Unis. Il y a un déclin de la durée de vie. Mais si on pense aux années 50 et 60, c'est très différent. Ce que nous voyons, c'est que ces gains matériels et le plafond à la croissance fait partie, et disons, est une question plus de l'Ouest. Mais nous devons désormais penser à la façon dont nous allons organiser la société, probablement qu'on n'est plus sur la base ou sur l'axe d'une croissance très élevée, mais il faut pouvoir unifier les gens autour d'une idée commune de la société, mais il y a des éléments qui la divisent. Ça arrivait aussi dans le passé, mais si vous avez, disons, si vous observez le communisme pendant la guerre froide, je pense que ce n'est pas une coïncidence que ce soit arrivé dans les années 90 où il n'y avait pas ces forces extérieures aussi grandes qu'aujourd'hui le libéralisme avait gagné la guerre. Et donc, et les conflits sont devenus dans les systèmes au lieu de l'Ouest contre d'autres parties du monde. Et cela existe dans le cas des États-Unis et de la Chine, mais ce n'est pas la même chose que durant la guerre froide. Ce qui est différent maintenant et qui le rend très difficile la situation, c'est que nous avons tous ces problèmes que vous avez soulignés et qui ne s'arrêtent pas aux frontières, notamment le changement climatique. Tout le monde a quelque chose à dire. C'est une question internationale. Alors, le changement climatique a tellement d'aspects. Ce n'est pas une seule question. Et ça, c'est partagé à travers les frontières, partout. Un autre aspect que vous avez mentionné, et c'est une question de reconnaissance. Ça peut être le genre, la race, l'identité de genre, les préférences sexuelles, etc. Ce sont aussi des questions qui mettent les gens dans un pays donné, les uns contre les autres. Et les partis politiques mettent encore plus l'accent sur ces questions qui divisent. Alors, il y a bien entendu la reconnaissance dans les constitutions des pays pour que tout le monde soit mieux et plus de bien-être. Il y a un aspect universel à tout cela à l'intérieur des pays également. Donc, il est difficile. Je pense qu'on a mis l'accent sur ces questions. C'est très clair, il est très clair pour nous que pour les politiciens et les fonctionnaires, il est très important de nos jours de développer une compréhension de ce qu'est ce nous. Souvent, ce qu'on voit, on se demande, est-ce que vous pouvez faire partie du nous alors, quand on collabore avec d'autres pays, on peut être nationaliste, mais comment est-ce qu'on le fait à l'intérieur d'un même pays? Qui est le nous dans un pays donné? Donc, surtout, les populistes ont développé des réponses, très claires. Mais ça n'aide pas, par exemple, pour le changement climatique. Il y a ce que nous faisons internationalement et ce que nous faisons à l'intérieur d'un pays donné aide le nous, quel que soit ce nous. Donc, il y a eu des tentatives de changer cette façon de voir, mais
il y a les gens qui pensent de façon holistique ou intégrale et qui se disent on pourrait aller vers le nationalisme, ce qui nous empêcherait dans une certaine mesure de traiter des changements climatiques, par exemple. Donc il faut trouver une façon qui permette aux gens de croire que les politiciens s'intéressent à leurs préoccupations. Je n'ai alors le populisme crée une certaine dichotomie, nous contre eux, qui est facile à souligner. Donc, ce qui est aussi important, c'est que ces partis penchent à se retirer des ententes internationales. Est-ce qu'il y a des idéologies qui sont derrière ça, bien entendu, mais il n'y a pas de cadre articulé sur la façon dont ces partis peuvent, disons, s'attacher à certaines questions et pas à d'autres. Il n'y a pas de cadre, que ce soit de la gauche ou de la droite. L'ADN de ces partis populistes est de s'éloigner des ententes internationales et c'est inquiétant pour le futur de la planète. Donc, ici, la question du changement climatique est centrale. Alors, une analogie, c'est ne pas... Il n'y a pas de section non-fumeurs dans les restaurants. Donc, en fait, c'est pour dire qu'il n'y a pas de cadre. Alors, professeur de Brise, avant que vous ne nous quittiez, il y a une question et nous aimerions avoir vos commentaires. Peter et moi, nous réfléchissons en termes de technologie. Comment est-ce que la technologie intervient? Ce qu'elle signifie pour nos institutions, pour nos systèmes et dans ce cas-là, pour la démocratie. Nous vivons dans une période où nous avons un accès immédiat à tout, où nous avons des opinions sur tout, mais nous pouvons exprimer nos opinions toute la journée, 24 heures par jour sur les médias sociaux. Nous avons une certaine... nous sommes un peu habilités, si on veut, au développement de toutes les idées à nous exprimer là-dessus. Est-ce que c'est réaliste en 2023 pour les gens de s'engager une fois tous les 4 ans dans le processus démocratique? Est-ce que c'est vraiment, et on en parlait dans les attaques contre la démocratie, mais est-ce que c'est plus une attaque contre la démocratie représentative alors que cette démocratie ne nous engage pas, ne nous implique pas assez et nous devrions le faire en 2023? C'est très important ce que vous dites. Cathy est l'expert, mais il est très important. Cette question est importante. Comme vous l'avez dit, il faut avoir la capacité, nous l'avons, de partager notre opinion, mais la nature des plateformes technologiques est que... Est-ce que c'est la question? Est-ce que ça nous aide à comprendre les opinions des gens? Avant ça, la politique était un domaine semi-privé, on en discutait. Chacun, évidemment, avait des opinions politiques, mais surtout en temps d'élection ou face à certaines questions sociales, alors que maintenant, c'est tout le temps. Donc, on peut deviner facilement c'est quoi la politique de quelqu'un juste en allant voir en ligne. Donc, il y a un aspect plus totalisateur. On peut ne pas être d'accord avec certaines questions. Avant, on savait sur quoi on n'était pas d'accord. Maintenant, c'est plus flou. Il y a un niveau social sur lequel maintenant se passe la politique.
Et du côté commercial, bon, nos préférences sont plus précises et plus enthousiastes qu'avant. Mais dans le service public, les politiciens ne sont pas en train d'apprendre aussi rapidement sur nos préoccupations. Et cela crée une déconnexion relativement à la réaction attendue de la part du système et ce que le système est capable de donner. Donc, la livraison des services gouvernementaux frustre les gens. Les politiciens parlent de leur perspective individuelle, mais dans une grande mesure, il y a une déconnexion relative à, par exemple, ce qui se passe sur le marché. Alors, c'est un défi. Quand un des nouveaux partis populistes arrive sur le marché et qui disent « Écoutez, moi, je m'en fiche si cette question était taboue auparavant, mais nous allons désormais réagir. » Et quand un nouveau parti arrive sans cela, ça ne fonctionne pas aussi bien. Je pense que les réponses de Peter sont vraiment excellentes. Et il y a aussi beaucoup de preuves, notamment que le rôle de la technologie a beaucoup aidé. Et il y a Sayagoul qui parle des 5G, par exemple, ou des 4G, ensuite des 5G. Ça a beaucoup aidé les partis populistes en Europe. La façon dont ils usent la technologie est souvent meilleure que les partis principaux, les grands partis. Il y a aussi quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce le cas? Eh bien, je pense qu'il y a des questions plus amples, plus vastes. Dans mon propre travail, j'espère sortir un livre. Quand l'État se retire des vies publiques et que les gens veulent une reconnaissance des services efficaces, par exemple pour son propre bureau de poste de quartier, ça peut s'étendre de façon générale. Donc, les gens payent autant d'impôts, mais ont l'impression qu'ils ont moins de services. Alors, cette livraison de services, au contraire, est plus efficace. Mais ce n'est pas ce que perçoivent les gens et c'est tout un défi. Je pense également que les gens pensent que dans d'autres domaines de leur vie, ils sont capables de façon immédiate de s'exprimer, alors que plusieurs de ces partis populistes, surtout ceux qui sont à droite, ont vraiment une pénétration excellente localement, dans le sens qu'ils ont des gens du local qui s'impliquent. Et je pense également que ces grands partis ont perdu quelques plumes. Et dans la technologie est vraiment important, mais en dessous de façon sous-jacente, il y a vraiment un désir d'être reconnu par les politiciens. Et une des façons de le faire, c'est d'avoir des partis partout localement. La distance entre un parti et une population, c'est une lacune. Et mon travail va être de penser à des façons d'organiser de façon plus profonde les grands partis. La technologie est également un symptôme d'autre chose qui est en train de changer dans les relations des personnes avec l'État. Beaucoup moins direct et moins local que c'était avant. Absolument. Donc, Peter et Catherine, je vois un livre ou au moins un article qui vient de cette dernière partie de la conversation, parce que je crois que vous dites tous les deux, c'est ce qu'il y a une attente, une lacune en matière d'expectation, d'attente et de prestations, où vous avez interagi avec l'État en 2023, que ce soit au niveau politique ou
au niveau bureaucratique ou du système, je dirais que c'est comme une exception. C'est quelque chose qui répond pas aux citoyens ou qui ne réagit pas aux besoins des citoyens. Une chose qu'on a appris de l'histoire, c'est quand les citoyens ne sentent pas qu'ils on prête attention à leurs besoins, ils veulent un changement. Donc ça, c'est des enjeux énormes pour l'avenir de la démocratie. Donc, professeur Debris, je vous laisse, je vous dis au revoir ce point-ci. Donc, on va finir la série. Merci de votre discours, de votre temps, de votre énergie. Et s'il y a de quoi que l'École de fonction publique peut faire, veuillez nous le faire savoir. Merci, j'ai vraiment profité de la conversation. C'était très plaisir de vous connaître. Merci. Au revoir. Donc, on a appris un peu, mais parlons un peu de l'avenir de la démocratie. Comment percevez-vous à moyen terme puis à long terme? Vous êtes Pollyanna ou Cassandra? Moi je suis la capacité des démocraties à composer avec les problèmes de l'avenir, mais je pense que les mauvaises nouvelles, c'est un peu les bonnes nouvelles. C'est la mesure où il y a des défis pour les sociétés démocratiques en abordant ces enjeux, comme est-ce qu'on va vivre ensemble dans un monde qui est de plus en plus numérique, où nous autres, on existe hors de nous-mêmes. On a des données et que il y a plus d'enfreintes dans notre vie qu'avant. Est-ce qu'on va lutter avec les changements climatiques, avec les conflits internationaux? Ce sont tous des questions difficiles pour la démocratie, mais la chose qui est un peu... Moi, je crois que les valeurs fondamentales dans la démocratie sont nécessaires pour résoudre ces problèmes. On va mettre notre auditoire à tenir compte dans les services publics, dans les sociétés démocratiques on travaille plus là-dessus, puis sont la source de nos solutions pour l'avenir. Je vais vous donner un exemple. Si vous pensez à quels sont les grands défis d'être dans une société qui, dans les décisions sont faites de façon d'algorithme. Le grand défi avec ça, c'est à un certain point, vous allez poser une question, demander à quelqu'un pour un prêt ou accepter votre demande d'immigration ou vous demander à un juge de vous faire preuve de clémence. C'est une infraction, une question fiscale, vous demandez de la justice et quelqu'un vous a enfreint vos droits. La préoccupation, c'est que si on est dans une position où ces décisions sont prises par des algorithmes avec le processus qu'on ne peut pas voir, dont on n'est pas certain de la valeur, qu'on doit pouvoir expliquer. Et on fait ça dans les services publics. C'est juste une personne qui prend une décision appuyée par la personne subalterne. Vous ne savez pas toute la contribution qu'ils ont donnée, mais vous avez un système de réduction de compte, d'explicabilité, d'où la décision est venue. Et en fin de compte, la réduction de compte démocratique dans d'autres pays que d'autres pays n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas dans le point de vue de la fonction publique ces valeurs démocratiques. Au-delà de ça, il y a une dignité qui joue un rôle dans les décisions, dans les démocraties, qui sont importantes. Si vous voulez savoir la différence entre ça, par exemple, la gestion de la COVID, dernières étapes, on a passé vers des étapes tumultueuses au Canada vers la fin. On a arrivé à des décisions politiques et d'une introspection qui étaient toutes appuyées par des valeurs démocratiques. La Chine a changé ses valeurs sur la COVID du jour au lendemain, sans aucune réduction de compte, et sans réduction de compte pour les erreurs qui ont peut-être été commises. Moi, je pense que les démocraties ont la capacité de montrer les gens comment vivre ensemble que d'autres systèmes, mais je pense que dans ces démocraties, il y a le désir de savoir les préférences des gens, les respecter, qui nous vont aider à composer avec les échanges qu'on a avec eux. Donc, ça va être difficile. Et je pense qu'on était très sérieux concernant les défis de la bonne gouvernance, sur les défis
des politiciens qui gouvernent à long terme avec un certain respect du système que plusieurs de ces partis d'opposition ne vont pas respecter. Mais si on peut faire ça, je vais être plus intelligent que... Je vais faire quelque chose un peu du côté négatif. Ce qui me préoccupe vraiment dans ces conversations, c'est deux choses. Premièrement, l'état de capacité de l'État. Si l'État n'a pas la capacité de réagir à ses citoyens ou à ses dirigeants politiques de manière efficace, je pense que ça vraiment parle à la crédibilité à long terme. Les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et on aura de grands problèmes comme l'AI avec Quantum sur les cryptos, sur la protection de données. Et ça, ce sont les choses que si l'État est un régulateur tardif, ça va être un grand défi pour la démocratie. Une chose qui me préoccupe beaucoup, c'est, encore une fois, dans ce domaine, c'est que l'État est une des dernières institutions qui compose avec vous, comme démographique, ou comme personne anonyme. Par cela, je veux dire, avant, on était tous une démographique. Quand vous étiez un malade, vous avez 57 ans, vous êtes un homme, vous êtes ci, puis ça. Donc, voici ce que je vais vous donner comme ordonnance. Maintenant, on a la médecine individualisée. Vous ne vous examinez pas comme une démographique, vous vous examinez comme Peter Lowen. Voici votre composition génétique. Voici le traitement. Et ainsi de suite. Et Amazon, Google, Facebook, Visa, Mastercard, ils nous envoient des courriels chaque jour pour nous dire que vous voulez ci, puis ça, de penser à ci. Regardez ce qu'on a fait pour vous. Mais ils ne m'en parlent pas comme une partie d'une démographie. Comme des hommes moins de 35 ans ou des femmes de plus de 45 ans. On nous parle comme société des personnes. Et l'État a vraiment beaucoup de difficultés à faire ce changement d'une forme à plusieurs. Maintenant, on est dans le monde de plusieurs à un. Donc ça, c'est un défi énorme, mais c'est difficile parce que non seulement doit-on augmenter la capacité d'État, il y a beaucoup de choses de se préoccuper, mais d'une façon qui doit respecter les normes démocratiques et les aspirations sur comment les façons vont être traitées. Et ça, si on réussit, ça va être incroyable, mais il y a une vraie tension de la façon dont on pense la technologie, les relations avec les personnes, d'un point de vue technique, de vie privée, et aussi d'un point de perspective de justesse pour les valeurs fondamentales qui sont intentionnelles. Pour moi, ce à quoi je pense, c'est pas seulement la capacité d'État, mais d'être franc, c'est la capacité politique pour nous comme citoyens et nos représentants politiques d'avoir des conversations difficiles qui vont trier avec les échanges et les valeurs qu'on veut sur lesquelles mettre l'accent. Il faut s'améliorer dans ce domaine encore parce que il y a des choses où il n'y a pas des réponses évidentes sur ce qu'une démocratie devrait choisir. Il faut des citoyens engagés. Il faut que les politiques les dirigent. Les universités aussi. Merci d'avoir enseigné cette idée. On l'a fait encore et ça, c'est notre deuxième partenariat avec l'école Monks. On va faire je pense que c'est vraiment important pour les fonctionnaires de s'éloigner de leurs fichiers et d'aller voir un peu de façon horizontale et vers le haut et plus important vers l'avenir parce que nous, comme gardiens en société, on ne commence pas à penser ces choses avant qu'ils se manifestent devant nous. Et les conséquences ne sont pas bonnes pour le Canada et les Canadiens. Donc, Peter Lowen, directeur à l'école Monks, un des
une des institutions excellentes au Canada, une des excellentes institutions au Canada. On est plus petit qu'on paraît, donc je ne suis pas offusqué. Morton, merci et on vous verra. Prenez soin de vous. Merci à tout le monde qui regarde. Merci.